Vie de Baruel. Augustin Baruel, 1741-1820, fait ses études chez les Jésuites, où entre en noviciat à 15 ans. Il est envoyé à Toulouse pour y enseigner les humanités. En 1764, le Parlement de Paris supprime la Compagnie de Jésus en France. Baruel suit ses supérieurs en Allemagne où il prononce ses vœux. Il enseigne en Bohême, en Moravie, puis à Vienne au collège thérésien. En 1773, le pape Clément XIV supprime la Compagnie de Jésus, dont les membres deviennent de simples prêtres séculiers. Baruel part alors en Italie, et regagne la France en 1774. Il publie une ode sur le glorieux avènement de Louis-Auguste, vendue à 12 000 exemplaires, ce qui est pour l'époque un très grand succès. Le prince Xavier de Saxe le prend comme précepteur de ses enfants, et la princesse de Conti comme aumônier. Il consacre une très grande partie de son temps à l'étude. Il publie en 1781 Les Elviennes, ou Lettres provinciales philosophiques, roman par lettres où il s'en prend aux idées philosophiques du temps, puis les observations d'un provincial. Il collabore à l'Année littéraire, le journal de Fréron, adversaire de Voltaire. Il publie nombre de pamphlets et libelles, et perd un procès contre Soulavie, qui défendait les thèses philosophiques. En 1788, il prend la direction du journal ecclésiastique, dont il assurera la rédaction, quasi intégrale jusqu'en 1792. En 1789, il publie un discours sur les vraies causes de la Révolution, et des lettres sur le divorce. Son discours donne à la Révolution deux causes, l'une divine, le châtiment des péchés de la France, l'autre humaine, le complot des philosophes contre l'Église et l'État. En 1792, il se cache et réussit en septembre à s'enfuir en Angleterre. Il y écrit une histoire du clergé, pendant la Révolution française où l'on lit « Cette révolution fut méditée depuis un long moment par des hommes, qui, sous le nom de philosophes, semblent avoir eu la mission de renverser les uns le trône, et les autres l'autel. » C'est à Londres en 1797 qu'il publie les Mémoires, pour servir à l'histoire du jacobinisme. Le livre eut, semble-t-il, grand succès, fut traduit dans plusieurs langues, et interdit en France, où il circulait cependant, par la police du Directoire. Les réactions maçonniques furent nombreuses, particulièrement en Allemagne, mais également en France, où le royaliste modéré Mounier publia une réfutation intitulée de l'influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons, et aux illuminés sur la Révolution en France. Après la signature du Concordat, dont les préalables avaient durement secoué l'épiscopat français, Baruel, de retour en France, reste sans charge, et vit de son héritage, se consacrant à l'étude. Il ne publie rien jusqu'en 1814, où une violente polémique l'oppose à l'ex-abbé Grégoire. En 1815, il est réadmis dans la Compagnie de Jésus reconstituée. Il met en chantier un grand ouvrage destiné à réfuter la philosophie de Kant, mais ne pourra l'achever. Il meurt le 5 octobre 1820. Les Mémoires, pour servir à l'histoire du jacobinisme, sous le nom désastreux de Jacobins, une secte apparue dans les premiers jours de la Révolution française, enseignant que les hommes sont tous égaux et libres, au nom de cette égalité, de cette liberté désorganisatrice, foulant aux pieds les autels et les trônes. Baruel attribue la préparation de la Révolution à un triple complot, celui des philosophes, celui des francs-maçons, et celui des illuminés. Il dédie à chacun une partie de son livre. Première partie, les philosophes et la conspiration contre la religion. Voltaire, d'Alembert, Frédéric II, Diderot et Rousseau ont conspiré contre la chrétienté. Par l'encyclopédie, l'extinction des jésuites, et même de tous les corps religieux, les honneurs académiques, et l'inondation de livres antichrétiens, il sape durablement l'esprit religieux en France, mais aussi à l'étranger, Suisse, Allemagne, Russie, Espagne, Angleterre, Pologne, Prusse, tous ces pays ont souffert de leur influence pernicieuse. Leur noirceur va jusqu'à vouloir, par des réformes économiques, enrichir les paysans, à qui ils considèrent qu'il faut offrir les possibilités de s'instruire. Leur scandaleuse philosophie a sapé les fondements du trône, et de l'autel. Baruel insiste sur la devise de Voltaire, écraser l'infâme, et recherche soigneusement dans son œuvre, tous les textes critiques à l'égard de la religion. Il n'en manque pas. Il considère par exemple comme impie son combat dans l'affaire Calas.
Deuxième partie, les francs-maçons et la conspiration contre les rois. Les philosophes ont également conspiré contre les rois. Voltaire, D'Argenson, Montesquieu et Rousseau ont préconisé des systèmes politiques républicains, affirmant que le peuple doit être le seul législateur, qu'il est souverain. Ces idées pernicieuses étaient depuis longtemps celles des sophistes francs-maçons, et en particulier celles d'Helvétius et de Condorcet. Baruel, qui fréquentait des francs-maçons, est initié. On m'invite à dîner chez un ami. Je me trouve seul profane au milieu des maçons. Le repas terminé, les domestiques renvoyés, on propose de se former en loge, et de m'initier. Je persiste dans mon refus et surtout dans celui de faire le serment de garder un secret dont l'objet m'est inconnu. On me dispense de ce serment. On m'interroge, je réponds à presque, tout en riant. Me voilà déclaré apprenti, et tout de suite compagnon. Bientôt même, c'est le degré de maître qu'il me faut conférer. Mais il refuse, dit-il, de prêter tout serment. J'arrache le bandeau, je le jette par terre, et en frappant du pied, je réponds par un nom accompagné de tout l'accent de l'impatience. Le vénérable n'est pas pour autant démonté. En attendant, il me donna les signes, et les mots de passe pour ce troisième grade, comme il l'avait fait pour les deux autres. Cela me suffisait pour être admis en loge régulière. Baruel assiste à plusieurs tenues, et à l'une d'elles, à l'initiation d'un apprenti. Le serment prononcé, le vénérable lui dit ces paroles, que j'ai bien retenues, parce qu'on peut juger avec quelle impatience, je les attendais. Mon cher frère, le secret de la franc-maçonnerie, consiste dans ces mots, égalité et liberté. Tous les hommes sont égaux et libres, tous les hommes sont frères. Bien renseigné sur la franc-maçonnerie, Baruel consacre les chapitres X à 14 de son ouvrage à en décrire les rites, les usages, les principes. Il s'étend sur l'initiation au grade de maître, Macbenac, mais considère que seuls les hauts grades sont dépositaires du grand secret, liberté, égalité. Il fait remonter l'origine de la maçonnerie aux Templiers, et l'étymologie du mot jacobin à Jacques de Molay. Il en déduit que la maçonnerie est une secte manichéenne, car, dit-il, les Templiers pratiquaient cette hérésie, fort répandue sous toutes ses formes et tous ses noms, sur le pourtour de la Méditerranée. Quant à Manès l'esclave Curbique, il est le fils bâtard de la veuve, et c'est la raison du cria, moi, les enfants de la veuve. Baruel date de 1787 la naissance du complot. Brissot, Sieyès et Condorcet fondent une association appelée les Amis des Noirs, le terme noir symbolisant l'esclavage des sociétés européennes. Les réunions se tiennent à l'hôtel de Luçon, rue Croix des Petits Champs. En son membre Mirabeau l'aîné, Carat, le duc de la Rochefoucauld, Clavière, Pelletier de Saint-Fargeau, Valady, Lafayette, Bergas, Mounier. Il désigne un comité régulateur, destiné à diriger tous les clubs parisiens, et en particulier le club des Jacobins. Les délibérations, prises au comité régulateur, s'envoyaient au comité central du Grand Orient. De là, elles partaient pour toutes les provinces, à l'adresse du vénérable, ou président de chaque loge, avec une lettre conçue en ce sens. Aussitôt que vous aurez reçu le paquet ci-joint, vous en accuserez la réception. Vous y joindrez le serment d'exécuter fidèlement et ponctuellement tous les ordres. Si vous refusez ce serment, ou si vous y manquez, vous serez regardé comme ayant violé celui que vous avez fait à votre entrée dans l'ordre des frères. Souvenez-vous de l'aqua tofana, le plus efficace des poisons. Souvenez-vous des poignards qui attendent les traîtres. À cette organisation, il y avait un chef, Philippe, duc d'Orléans. Les démons sont bientôt tous amis quand il s'agit de nuire. Vers ce temps-là, le comité des frères l'avait reconnu assez atroce pour l'admettre aux dernières épreuves. Celle qui lui offrit dans l'antre des Kadosh un roi à poignarder fut pour lui un essai voluptueux. Troisième partie: les illuminés, de l'athéisme comme les francs-maçons. Les illuminés se réclament de Manès, ce nom d'illuminé est antique dans les annales des sophistes des organisateurs. Il fut celui qu'affectèrent Manès et ses adeptes. Les premiers Rose-Croix qui parurent en Allemagne se disaient aussi illuminés. De nos jours, les martinistes et diverses autres sectes ont de même leur prétention à l'illuminisme. Il est aujourd'hui des illuminés de l'athéisme et des illuminés de la théosophie. Ceux-ci sont plus spécialement les martinistes et les swedenborgistes.
fondé par Vachaud, né en Bavière en 1748, et qui se fera appeler Spartacus. La secte emprunte à la franc-maçonnerie un certain nombre de rites et de grades. Elle est divisée en deux grandes classes. La première, celle des préparations, se subdivise en 4 grades: novice, minerval, illuminé mineur, illuminé majeur. Ce dernier peut également être appelé chevalier écossais. La seconde, la classe des mystères, se subdivise en 2 grades, celui des petits mystères, comprenant les prêtres et les princes ou régents, et celui des grands mystères ayant pour grade le mage ou philosophe et l'homme-roi. L'élite de ces derniers compose le conseil, et le grade d'aréopagite. Un rôle est commun à tous les grades, celui d'insinuant ou enrôleur. En 1777, Vachaud rejoint la franc-maçonnerie, et est initié à Augsbourg. Que cela ne vous effraie pas, écrit-il à un disciple, à cette démarche, nous apprenons à connaître un lien ou un secret nouveau. Baruel considère que la franc-maçonnerie, jusqu'alors assez respectueuse du prince, et de l'autel, est désormais perdue et empoisonnée par les idées des illuminés. Une assemblée de maçons illuminés français, anglais et allemands se réunit à Wilhelmsbach. L'Allemagne tantôt avec Rosa, maria toutes ses productions du génie français, aux antiques mystères écossais. Tantôt avec son baron de Hain et Schubart, elle se divisait en observances strictes, et observances lates. Et il en résultait, sous le nom de francs-maçons templiers, de nouveaux grades toujours plus menaçants pour les pontifes, et les rois destructeurs des templiers. Les francs-maçons français, contaminés par les illuminés de Bavière que fréquenta Mirabeau, à l'occasion d'une mission à Berlin, entreprennent de mettre en forme le complot devant renverser définitivement le trône et l'autel. À son retour, Mirabeau se rapproche de Philippe d'Orléans, qui est reconnu comme souverain maître par 282 loges en diverses villes de France. Baruel établit ensuite la liste des loges les plus scélérates: les Amis réunis, la Sourdière, la loge d'Ermenonville, la loge des 9 Sœurs surtout, où siégeaient Condorcet, Brissot, Garat, La Cépède, Bailly, Camille Desmoulins, Danton, Chénier, Pétion. La loge de la Candeur, la loge du contrat social. En 1787, les loges reçoivent un discours à lire en tenue, calqué sur celui du hiérophant époque illuminé: l'aurore d'un beau jour s'avance, le secret de la maçonnerie, jusqu'alors inconnu, allait devenir la propriété de tous les hommes libres, la liberté, l'égalité. Le jour de l'insurrection est fixé au 14 juillet 1789. En ce jour, les cris de liberté et d'égalité se font entendre hors des loges. Pour mener à bien la destruction du trône et de l'autel, Mirabeau regroupe les loges parisiennes dans un temple du Dieu de l'Évangile, dans l'église de ces religieux appelés jacobins. Notons au passage que Baruel est en contradiction avec sa première idée de faire dériver le terme jacobin de Jacques de Molay. Dans ce club des jacobins, tous s'unissent par le même serment. Sophistes et adeptes des arrière-loges, Rose-Croix, chevaliers du Soleil, Cadoche, disciples de Voltaire et de Jean-Jacques, adeptes des Templiers, enfants de Swedenborg et de Saint-Martin, et popes de Vachaud. Tous ici travaillent de concert au bouleversement et au forfait révolutionnaire. Le club fonctionne selon les usages maçonniques. Le bonnet rouge succède au tablier, mais les usages de prise de parole sont identiques. La fin de la 3e partie retrace l'histoire du début de la Révolution, faisant la part belle aux conspirateurs maçonniques, quitte à dédouaner Robespierre, citant Condorcet, que le monde périsse plutôt que de sacrifier nos principes d'égalité. Puis Baruel énumère tous les pays que ravage ensuite la secte: Belgique, Hollande, Espagne, Portugal, Italie, où Cerruti avertit les Romains de bien embaumer leur pape quand il mourra, car ce sera le dernier, Malte, Constantinople, les Indes, l'Afrique et les Amériques, la Suisse, la Suède, la Russie, la Pologne, l'Autriche et enfin l'Angleterre, qui réussit à éviter la contamination des illuminés, et à garder une franc-maçonnerie dont Baruel considère qu'elle est, somme toute, respectable. Cet ouvrage imposant, 1100 pages, accumule la documentation. La première partie n'apprend rien au lecteur du XXe siècle, familier des idées philosophiques du XVIIIe siècle. La seconde partie, traitant du complot maçonnique,
a l'intérêt de montrer une franc-maçonnerie vivante et active. Cependant, à vouloir trop prouver, Baruel dévoile un secret de Polichinelle: le complot maçonnique tient en deux mots: liberté, égalité. Fallait-il que ces notions soient neuves pour susciter tant d'acrimonie? La troisième partie, consacrée pour l'essentiel aux Illuminés de Bavière, est fort prolixe sur l'histoire du mouvement, moins sur les preuves de son rôle dans la Révolution française. La lecture de cet ouvrage de Baruel, champion de l'antimaçonnisme, a l'avantage de nous fournir une documentation intéressante. Ces conclusions fantaisistes souvent pourraient faire sourire si elles n'avaient servi de base à des successeurs dangereux comme El Taxil.